Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre histoire du jour, elle commence il y a quelques années lorsque je faisais encore mes études. Parfois, il m'arrivait d'aller à la bibliothèque pour étudier mon cours d'histoire de l'art. Et un jour, lorsque je faisais une petite pause, je me balade tranquillement dans les rayons de la bibliothèque. Et là, je tombe nez à nez avec un bouquin assez énigmatique. Je feuillette un petit peu le bouquin, je me rends compte que le bouquin a été écrit dans une langue et une écriture que je ne comprends pas. Donc je prends mon téléphone, je fais quelques recherches et là j'apprends que le livre a été découvert dans les années 80 et que actuellement, 40 ans plus tard, il y a encore des gens qui essayent de décrypter le livre. Le livre attise vraiment ma curiosité, du coup, ni une ni deux, je le commande, et là, quand je le reçois, j'étais vraiment pas prêt pour découvrir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce livre serait l'encyclopédie d'un monde inconnu, ou alors d'une époque très lointaine à la nôtre. Tout ce qu'on sait, c'est que le livre s'appelle le Codex Serafinianus, et il a été écrit par un certain Luigi Serafini. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer et de vous montrer ce qu'on peut trouver à l'intérieur, et surtout, essayer de lever les mystères qui englobent cette encyclopédie. Les deux choses qu'on remarque directement, comme je le disais justement dans l'introduction, c'est que l'entièreté de l'encyclopédie a été écrite dans une langue inconnue, une sorte d'elfique ou je sais pas trop. En fait, ce qui est un peu énervant, c'est qu'on a l'impression qu'on va savoir lire parce qu'il y a plein de lettres qui ressemblent un petit peu à notre alphabet, mais en fait, pas du tout. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que toute l'encyclopédie a été illustrée à l'aide de crayons de couleur et c'est vraiment super joli. C'est aussi pour ça que j'ai voulu directement me procurer l'encyclopédie, c'est que c'était hyper beau en fait. Par contre, tous les dessins sont vraiment trop bizarres. On peut ouvrir le bouquin à n'importe quelle page qu'on va vraiment flasher sur les dessins. Et en vrai, on peut passer des heures et des heures à analyser tous les dessins, se faire des théories et tout. C'est vraiment super amusant. On comprend rien s'il est écrit, on comprend rien au dessin, mais par contre, il y a quand même moyen de capter que le livre a été divisé en 11 catégories, un petit peu comme une encyclopédie classique. Ça va être très compliqué de résumer toutes les catégories avec un seul titre, parce que parfois ça part vraiment très loin, ou alors c'est super abstrait, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer tout ça. La première catégorie a été consacrée à la flore, donc on va retrouver plein de végétaux, plein de plantes, des fruits. Ici on peut voir les premières pousses de printemps illuminées telles des bougies, ou encore là ces magnifiques plantes, ces fleurs. Chaque dessin est vraiment une création unique et hyper originale. Je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on reconnaît à chaque fois le style, mais tout est super différent. Dans énormément d'illustrations, on va retrouver des petits éléments de notre monde, comme par exemple ici avec cette petite roue, ou alors ici des petites échelles. Là, on a carrément un arbre qui se fait la malle. Enfin, il y a vraiment moyen de passer un long moment dans cette section parce que c'est vraiment rempli de détails. Ensuite, on passe à la prochaine catégorie qui est consacrée à la faune, donc qui va regrouper tous les animaux et tous les insectes. Et ils ont encore une fois plein de petites particularités physiques qui font pas forcément partie du monde animal, comme cet insecte qui possède des roues pour se déplacer. Celui-ci, je le trouve assez fou. On a une sorte de donut rouge qui pousse autour des branches et qui libère des coccinelles. On a aussi les animaux marins que j'adore. Là, un poisson avec un bocal autour de la tête et qui contient lui-même d'autres poissons rouges. Et faites gaffe parce que dans ce monde, les serpents ont la capacité de prendre la place de vos lacets. Donc une petite morsure, c'est vraiment vite fait. On en vient à la prochaine catégorie qui, elle, est consacrée aux créatures bipèdes. Donc les bipèdes, c'est tout simplement les animaux qui se déplacent sur deux pattes, comme nous en fait. Et dans cette section, en introduction, on a un gros focus sur les jambes. On a plein de petites jambes différentes qui se baladent avec rien d'autre que des jambes en fait. Très très bizarre encore une fois, je vous le dis. De toute façon, à chaque fois qu'on ouvre une page dans ce bouquin, on est un peu surpris. Donc section très intéressante, très curieuse sur les bipèdes. Et là, en quatrième catégorie, on arrive à une section qui est très abstraite et qui va parler de physique et de chimie. On dirait qu'on a dessiné des molécules, des atomes, des connexions entre organismes. Et c'est là que c'est très fort parce que je trouve que c'est super réaliste. On a vraiment l'impression que l'auteur de ce bouquin, ce qu'il est en train de dessiner, il l'a observé. Il a vraiment fait ça de façon scientifique en fait. Ensuite, on a une section qui est consacrée aux outils, aux machines, aux véhicules. Il y a des systèmes super complexes qui ont été créés. Là, on a un toboggan qui a l'air assez dangereux parce qu'il a entièrement été rempli de ciseaux, de couteaux, de cuillères et toute autre vaisselle qu'on pourrait trouver dans une cuisine. Ça vous donne envie ou pas? Les moyens de locomotion qu'on retrouve dans le bouquin ont aussi l'air d'être incroyables. On a cette voiture qui a entièrement été recouverte de glu et qui emprisonne tous les insectes qui viendraient y déposer leurs pattes.
Petite décoration plutôt sympa pour sa voiture. Ensuite, on arrive à une section qui est super intéressante, je trouve. C'est la biologie, le corps humain, la sexualité. C'est, comme je vous le disais, c'est un peu compliqué de résumer tout ça en un seul mot parce que parfois, on sent qu'il y a plein de concepts différents qui ont été abordés dans la section. Bon, déjà, dans ce monde, il faut savoir que les paraboles sont constituées d'ossements. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y a moins que ça marche qui a essayé aussi. Et là, pour une première fois dans ce bouquin, on peut enfin distinguer des hommes. Une sorte de civilisation en tout cas. Certains d'entre eux ont à la place des poils de l'herbe et à la place des cheveux des petites forêts. Il y a un design assez intéressant, je trouve encore une fois que c'est hyper créatif d'avoir fait ça. On a ces hommes qui sont habillés de paille et qui ont l'air d'avoir également des constructions en paille. Le peuple des castors, comme je les ai appelés. Une sorte de druide qui a l'air de se servir uniquement de la forêt pour s'habiller. Ce gars qui est super chelou en slip et qui a l'air de porter son ombre, le concept est incroyable. Ou encore ce gars qui est en train de chiller avec ses 2 chats, mais qui a un vêtement qui est constitué de peau de rat. Bon, j'avoue que parfois les dessins sont un petit peu glauques. Bon, il y a encore plein de dessins, mais je vais m'arrêter là pour cette section et on arrive à la prochaine catégorie qui est consacrée à l'histoire. Donc on a dès l'introduction de cette section plein de portraits de personnes différentes qui peuvent être des personnages historiques ou alors des célébrités ou tout simplement des figures importantes de ce monde. Il y a à chaque fois une petite description en dessous de chaque portrait et entre parenthèses, on pourrait peut-être croire que c'est genre la date de naissance et de mort de la personne. Je sais pas, c'est encore une fois, c'est chaque fois des suppositions. Petite mention spéciale pour le gars qui a carrément une sorte de petite planète qui est en orbite autour de sa tête. Et ensuite, toujours dans cette section, on arrive à une page où on nous montre des cartes et c'est là en fait qu'on peut se rendre compte que ça se passe pas du tout sur Terre. Donc il y a l'air d'avoir différents pays et différents continents, un petit peu comme sur notre planète. Et donc ça explique un petit peu tout ce qu'on a pu observer précédemment. On est sur une planète qui n'est pas soumise aux mêmes règles que la nôtre. On a aussi quelque chose qui ressemble à une scène de guerre, sûrement un conflit important qui a dû y avoir entre différents peuples, suivi après par ce qu'on pourrait croire être 2 leaders se serrant la main, peut-être pour mettre fin au massacre. C'est tout pour cette section, enfin il y a encore d'autres trucs que j'ai pas montré évidemment comme d'habitude, mais là maintenant on arrive à une section qui est consacrée à l'écriture du bouquin. On pourrait peut-être croire que dans cette section on va trouver des clés pour essayer de le déchiffrer, mais pas du tout encore une fois, on est encore plus largué. On retrouve plein de symboles qui sont aussi présents dans notre écriture, mais là ils ont tous une texture, on a une espèce de tablette avec des hiéroglyphes et juste à côté une écriture qui a l'air d'être celle qu'on peut retrouver dans le livre. Enfin voilà pour cette section, encore une fois, très mystérieuse. Ensuite, on peut se demander de quoi se nourrissent et comment s'habillent les personnes qui vivent là-bas. Eh bien, il y a la réponse dans la 9e section. Pourquoi est-ce qu'on retrouve les vêtements et la nourriture dans la même section? Je sais pas. Après, il y a un moment, de toute façon, il n'y a plus rien qui me surprend dans ce livre. Donc ça mange des bons petits plats, des petites viennoiseries un petit peu différentes des nôtres. Et on a carrément des poissons qu'on pêche à même le robinet. Donc dans cette section, on a également toute une partie qui est consacrée aux vêtements et aux accessoires. Donc on a des gants, des casques, des bottes, des écharpes, des pantalons, des robes ou encore des chemises. Quelques petites paires de lunettes qui ont également l'air très sympas, quoique ça me fait peut-être plus penser à un instrument de torture qu'autre chose. Bon après parfois la mode c'est compliqué à comprendre aussi. On arrive à l'avant-dernière section qui elle est consacrée à tout ce qui est jeux et sport. On y retrouve des cartes à jouer, des sports chelous où on doit se fouetter, ou une sorte de chasse aux papillons, et plein d'autres trucs bizarres qui sont difficiles à expliquer. Et enfin, pour terminer, dans la 11e catégorie, on arrive à l'architecture. Dedans, on a plein de constructions différentes, des ponts, des sortes de cités, des villes, des barrages, ou encore des sortes de phares. C'est tout pour les 11 catégories. Vous inquiétez pas si vous voulez vous procurer ou acheter le bouquin. J'ai vraiment montré qu'une infime partie de l'encyclopédie. Il y a encore plein d'autres dessins. C'était vraiment difficile pour moi en plus de sélectionner ce que j'allais vous montrer parce que comme je l'ai déjà dit plein de fois, tout est vraiment fascinant et il y a plein de petits détails et c'est vraiment super unique. En fait, ouvrir ce livre, c'est une expérience. Parce que je vous l'ai pas dit, mais la texture des pages est vraiment incroyable. Il y a plein de petites lignes comme ça quand on passe son doigt, c'est super agréable. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est super agréable de feuilleter le livre. Et oui, le livre fait plus de 370 pages, donc il y a de quoi regarder. Bon, très intéressant tout ça, mais qui se trouve à l'origine de ce livre ? Eh bien, il s'agit de Luigi Serafini, un architecte et designer italien né en 1949 à Rome, et c'est donc cette personne qui a écrit le codex. Donc là, je vais un petit peu casser le mythe.
parce qu'il ne s'agit pas d'une relique ou d'un vieux grimoire retrouvé et daté d'il y a des centaines d'années. Pas du tout, c'est un travail que l'artiste a commencé en 1976. Et là, pour la petite histoire, il y a un jour où Serafini commence à dessiner avec ses crayons de couleur et il dessine cette page type, on dirait une page un petit peu anatomique sur le corps humain, mais complètement fantaisiste. Et le soir même, il devait voir un ami, mais il avait vraiment la flemme de sortir. Donc sur le moment, il lui dit tout simplement qu'il a commencé à écrire une encyclopédie. Et là, en fait, ça lui fait un peu un déclic et il se met vraiment à faire cette encyclopédie. Il va partir en ermitage pendant 2 ans et demi pour dessiner et écrire l'entièreté de l'encyclopédie. Et après ce travail d'acharné, Serafini va vouloir publier son livre, mais là, ça va être une grosse galère parce que personne ne croit en lui, on le prend pour un fou. Qui voudrait acheter un bouquin qu'on sait même pas lire? Mais en 1981, la chance lui sourit et il fait la rencontre de Franco Maria Ricci qui voit en son bouquin un gros potentiel, il est trop fan et il va le publier. Donc une grosse victoire pour Serafini qui publie son premier livre. Bon, maintenant je vais devoir une deuxième fois casser l'ambiance parce que toute l'écriture qu'on peut retrouver dans le livre, eh ben, elle veut rien dire du tout. Il n'y a pas un seul mot de sensé. En gros, Serafini explique qu'il a développé une écriture automatique. Donc c'est tout simplement écrire sans volonté et sans conscience. Il a développé cette façon d'écrire, mais donc ça veut rien dire du tout. Il s'est tapé un méga trip. Et le truc, c'est qu'actuellement, il y a encore des gens qui ne veulent pas croire à ça. Ils n'ont pas envie de se faire à l'idée que ce bouquin ne veut rien dire. Du coup, on a vraiment des gens qui sont encore en train d'essayer de déchiffrer le bouquin. Il le dit lui-même que ça veut rien dire. Et il serait très heureux que quelqu'un vienne vers lui avec une traduction du codex. Bon, par contre, on aurait quand même réussi à déchiffrer une logique dans la numérotation des pages. Après, là, c'est des infos qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes parce que j'ai trouvé plein de sites qui expliquaient que 2 linguistes avaient réussi à décrypter en tout cas la numérotation des pages. Ce serait basé sur un système de base 21, un truc mathématique, moi ça me parle pas du tout. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé nulle part des explications claires et précises sur comment déchiffrer ça. Donc je sais pas trop si c'est vrai ou si c'est faux. Donc voilà, vraiment info à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, si des gens ont plus d'infos par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ah oui, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un seul endroit dans le livre, plus ou moins au centre, où on peut trouver quelques phrases de français. Et la petite phrase qu'on peut y lire provient du bouquin Albertine disparue de Marcel Proust. Donc assez marrant de retrouver en fait au milieu de ce bouquin une phrase en français alors que l'artiste est lui-même italien. Après, je pense qu'il devait éprouver un certain amour pour la langue française parce que j'ai trouvé un podcast sur lequel il avait été invité par une radio française et là, il est avec une interprète qui va traduire tout ce qu'il dit en italien. Mais plus récemment, j'ai trouvé une vidéo de lui où il parle le français. Donc il a dû dernièrement apprendre le français. Est-ce que c'est lié à cette phrase? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'avoir ajouté ces petits mots de français en plein milieu du livre rajoute encore plus de mystère au bouquin parce que sur la première page, on peut voir un homme avec à la place de la main une plume écrire ces mots de français et sur la page d'après, on peut voir que ce même homme a été assassiné. Finalement, Serafini voudrait, au travers de son codex, nous faire revivre cette période lorsqu'on était encore enfant. On ne savait pas encore lire et on ouvrait une encyclopédie pour y regarder les images et découvrir plein de choses sur notre monde. Quand on est enfant, tout ça peut nous paraître parfois magique ou même d'un autre monde. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve un peu dans un scénario qu'une civilisation future tombe sur ce bouquin, se fantasme tout un monde, ce serait vraiment le plus gros troll de l'histoire. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous procurer ce livre qui est vraiment excellent. C'est une super belle pièce à avoir dans sa bibliothèque, il est très inspirant. J'espère également que ce petit format de vidéo vous a plu. J'ai envie à l'avenir de faire plus souvent des petites vidéos où je parle d'œuvres ou d'artistes qui sont pas forcément reliés au graphisme. Donc encore une fois, donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!